À présent, notre romancier de la semaine à nous aime Venise, l'île de Ré et Casanova, les romans déconstruits qui parlent et qui partent de sa propre vie pour aller toujours explorer d'autres sphères. Philippe Solers, je vous salue. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. On vous reçoit entre autres pour parler de L'Éclaircie, votre dernier livre, paru comme toujours chez Gallimard, où il est question un peu en vrac d'une sœur adorée, perdue, défunte, et retrouvée quelques années plus tard en la personne d'une maîtresse, d'une amante qui lui ressemble. On y voit aussi votre amour pour de grands peintres, Manet et Picasso, mais aussi l'affaire Bettencourt et autres faits ou débats de ces années 2010. Bref, un livre très solercien comme ça, un livre en mosaïque, mais avec toujours, je trouve, une constante. Vous regardez toujours l'époque, votre époque, droit dans les yeux, et en même temps, on se dit que vous cherchez toujours à prendre la tangente. Écoutez, je crois qu'on vit dans une époque extrêmement grave, misérable, que vous ne savez pas plus que moi où nous en serons dans 6 mois, si vous aurez la même monnaie, si tout ça n'aura pas disparu, ou c'est refait autrement, etc. L'éclaircie, c'est le contraire de cette inquiétude qui anime tout le monde et qui est juste. Il faut décrire cette angoisse, cette misère. Ce que je fais de façon ironique. Il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de plainte. C'est plus intéressant de manier l'ironie sauvage par rapport à la société où nous sommes, qui est un jeu de rôle permanent de tout le monde, des guignols, voilà. Mais l'éclaircie, c'est le contraire. C'est-à-dire que brusquement, dans la vie privée, dans les rencontres, dans ce qui peut se passer par rapport à telle ou telle œuvre d'art, tout à coup, oui, vous dites de l'ironie, mais effectivement, il y a de l'amour, de la tendresse et de l'admiration, effectivement, et surtout, quand vous parlez de deux grands peintres, je le disais, Manet et Picasso. D'ailleurs, vous dites dans ce livre qu'un jour ou l'autre, vous aimeriez essayer de travailler, de comprendre quels sont les régimes politiques qui ont le plus rendu possible l'émergence de talents. Vous le ferez, ce livre ? Oui, mais ça, je sais quels sont les régimes politiques, en tout cas, qui ont essayé d'interdire à tout prix des représentations de génie. Mais alors, entre la monarchie et la République, par exemple. Prenez Picasso, qui a fait semblant d'être communiste. Est-ce qu'il n'a pas joué avec ça d'une façon géniale ? Il était obligé de se mettre torse nu à Moscou quand on critiquait sa peinture, parce qu'il n'y a aucun rapport entre le réalisme socialiste stalinien et Picasso, c'est bien évident. Regardez Manet. Manet avait de l'argent, c'était un bourgeois, c'est tout à fait autre chose. Mais il ne vendait pas un seul tableau. Vous avez ces tableaux admirables avec ces femmes admirables qui sont Berthe Morisot, Méry Laurent, Le déjeuner sur l'herbe, etc. Tout Paris s'assemblait à l'époque pour critiquer ça, l'Olympia, quelle horreur, etc. etc. Donc, vous avez de merveilleuses éclaircies privées que vous protégez comme vous pouvez, parce que ça doit se passer dans la clandestinité la plupart du temps. Et la période actuelle, par exemple, vous jugez qu'elle est féconde pour les artistes et les écrivains en particulier ? Je crois la période actuelle est féconde pour celui qui a le système nerveux qu'il faut pour maîtriser sa vie. Si on ne l'a pas, on est vite complètement envahi par quelque chose qui est moche, pas vraiment convaincant, manipulé par l'argent, qui n'est pas vraiment de l'argent. Alors etc., l'argent, etc. justement, on croit reconnaître, on croit voir passer un certain Alain Minck, sauf qu'il y a une sorte de frère jumeau qui s'appelle dans votre livre Nicolas Milstein. Alors je vais vous citer, voici son portrait. Nicolas Milstein, un Mozart de la finance, un Napoléon de la bourse, une merveille de la technique froide, toujours souriante. Ce genre de personnage, il vous fascine ou il vous répugne ? Non, répugnant jamais, fascination non plus, c'est intéressant. Quand je vois la main dans son bureau avec des grandes photos de Samuel Beckett, voilà, c'est très intéressant. Notez que... Qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'on soit dans le milieu de la haute finance et qu'on se choisisse cette référence-là ? Voyons, les milliards défilent, il est au courant. Vous perdez, vous, dans les centaines de milliards qui sont en train d'exploser à peu près partout. Lui, il est censé s'y reconnaître, en étant le visiteur du soir du président de la République française, qui lui-même voit défiler des tas de milliards. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est que, par exemple, tout récemment, si ça fuite, il y a eu une fuite d'eau. Il y a eu une fuite d'eau avec Borloo, avec Veolia. On sait très bien que c'est... Finalement, on a cette fois que vous vous amusez énormément de toute cette actualité. Ça mélange les meilleurs plombiers, on laisse des fuites, vous comprenez ? C'est de l'amusement et c'est du désespoir à la fin. Alors, je vais vous citer encore. Voilà du désespoir, jamais, parce que, heureusement, je relis les lettres de Voltaire tous les matins. Croyez-moi, ça va tout de suite très bien. On va finir avec cet extrait de votre livre. Alors, ce n'est pas le narrateur qui le dit, mais sa fameuse amante qui ressemble comme une sœur jumelle
jumelle à votre sœur. Vous lui faites exprimer son mépris pour ce micmac culturel actuel, cette pauvre archimilliardaire, Madame Bettencourt bien sûr, et ses fantaisies, la décomposition de la République, les petits jeux politiques, les débats foireux sur la laïcité, l'islam, les femmes voilées, les expériences génétiques, les blogs, le bavardage incessant du net. Est-ce que tout ça, c'est la même chose que cette France moisie? C'était votre grand concept pour décrire l'Hexagone dans les années 90. Est-ce que ça a changé? La France moisie, c'est il y a 13 ans. J'ai écrit ça à la une du Monde. J'ai reçu une volée de bois vert comme si j'avais écrit un article fascisant. Vous voyez où nous en sommes. Le mot est faible maintenant. C'est faible, c'est plus moisi, c'est complètement dissous, déliquescent. C'est de l'eau que vous attrapez, c'est comme vous pouvez. La moisissure au liquide. Alors on va oublier ces métaphores. Vous savez qu'il y a un petit rituel dans cette émission, c'est qu'on demande aux romanciers de s'exprimer sur un ou deux faits d'actualité. Je crois que vous avez choisi de revenir sur l'actualité syrienne, la Syrie bien sûr, et ces deux journalistes qui ont encore été tués mardi. 7600 morts depuis mars 2011, le début de la répression orchestrée par Bachar el-Assad, dont un Français bien sûr. De 28 ans. De 28 ans. Aller mourir à 28 ans là-bas, c'est quand même extraordinaire en faisant son métier. Avec ces images d'une violence qui est devenue presque ordinaire. Oui. Ça, je crois que c'est très, très, très symptomatique de l'époque. Vous avez un massacre à huis clos. Tout le monde proteste du bout des lèvres. La diplomatie est là, mais il y a deux pays qui bloquent, c'est la Russie et la Chine. Vous avez des massacres constants. Mais c'est invraisemblable, avec des images qui sont chahutées, etc., où il faut justement que les journalistes soient éradiqués le plus vite possible, sans quoi les nouvelles passent quand même. C'est une tragédie de notre époque. Il y en a d'autres, bien sûr. On pourrait parler de la Grèce. C'est celle que vous avez voulu retenir aujourd'hui. Mais là, vous avez les cadavres constamment. C'est ça qui est quand même extraordinairement troublant. Alors, est-ce qu'on peut se détourner, faire comme s'il ne se passait rien? Ça, je crois que c'est pas possible. Alors vous regardez cette actualité internationale et puis évidemment vous regardez, je ne sais pas, avec amusement ou désespoir ou optimisme, jamais, c'est vrai, cette campagne présidentielle bien sûr, et vous avez aussi choisi de revenir sur cette polémique lancée par Marine Le Pen sur le halal, des propos tenus lors d'un meeting. Petit rappel des faits. L'ensemble des abattoirs d'Île-de-France font du halal à l'insu des consommateurs, avec la complicité gênée du gouvernement et l'excuse inadmissible de la nécessité économique. Que l'ensemble des abattoirs d'Île-de-France violent la réglementation sur l'étourdissement des animaux en les soumettant à une mort violente et d'une brutalité insoutenable. Que donc, sans que nous le sachions, tous les abattoirs d'Île-de-France se sont donc soumis à une règle imposée par une minorité, mais on a des raisons d'être révolté. Marine Le Pen, pour vous, c'est la France moisie ou la France liquide? Elle a l'avantage, je crois, de révéler quelque chose qu'on déclare toujours en baisse, mais qui, à mon avis, ne l'est pas. Donc, il faudrait absolument qu'elle baisse, mais là, elle monte, en disant des choses comme ça. Deux mots simplement. Ce qui est en question, c'est en effet des rituels d'abattage religieux. Vous avez par exemple Jean-Marc Ayrault, président de l'Assemblée nationale, on lui dit: est-ce que ça vous gênerait de manger halal? Il dit oui. Ah, il dit oui, pourquoi? Alors, de manger kasher, il dit oui aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a en effet des abattages religieux et des rituels religieux. Je ne sache pas que Dieu ait demandé à des gens en communauté religieuse, que Dieu ait demandé expressément, je ne l'ai lu nulle part, ni dans la Bible, ni dans le Coran, et demandé que les animaux souffrent. Vous comprenez? On oublie toujours que c'est une entre étourdir une bête et l'égorger ou la saigner à vif, il y a là quelque chose qui est oublié. C'est pas la laïcité oui, la laïcité c'est très bien. Je respecte toutes les religions, oui, mais faut-il les respecter quand il s'agit de choses comme ça? C'est pas sûr. Vous aviez un dessin admirable dans Libération aujourd'hui ou hier. Vous avez vu? Non. Vous avez deux égorgeurs, l'un peut-être juif, l'autre musulman, et puis un bœuf. Alors ils sont là, ils vont s'apprêter à l'égorger. On s'en va, un pauvre bœuf. Et alors le bœuf dit: oh non, je suis catholique pratiquant. Tout ça nous ramène au débat. Le dessinateur
pigent Ouais. beaucoup mieux Ouais. la réalité terrible, comique et effroyable, que les gens qui parlent de ça. Et bien voilà, encore une fois, vivent les dessinateurs, vivent les peintres et vivent aussi les Et romanciers. l'ironie. L'ironie des romanciers comme Philippe Solers pour décrypter avec nous cette actualité. Merci beaucoup d'être venu Merci à vous. nous parler de cette actualité-là et puis bien sûr de votre dernier roman, L'Éclaircie, paru chez Gallimard. Toute petite dernière question saugrenue. Pour finir, vous aimez les bandes dessinées? Oui, Vous êtes un lecteur de ça? pas vraiment, mais un peu, oui. Alors vous oui. avez peut-être constaté comme nous à l'émergence d'un nouveau genre de bande dessinée, des BD qui parlent de politique, d'histoire, de philosophie. On les appelle des BD savantes ou des BD du réel, un nouveau phénomène sur lequel nous nous sommes penchés.